Merci de rester fidèle à Actualité.cd. Nous sommes très heureux de vous savoir encore nombreux aujourd'hui pour ce Facebook Live en direct de la page d'Actualité.cd. Comme vous le savez, nous avons mis en place ce contexte pour vous permettre justement de pouvoir, au-delà de textes que nous vous proposons sur Actualité.cd, d'échanger avec les différents acteurs, que ce soit en politique ou en sécurité ou encore dans n'importe quel domaine, mais en tout cas qui touche votre pays, notre société. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, le bonheur et l'honneur de recevoir sur ce plateau d'Actualité.cd Diego Zoria. Bonjour. Merci Patient, merci beaucoup. Vous êtes depuis janvier 2020 le coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies pour la République démocratique du Congo. Vous êtes basé à Goma et vous êtes depuis un certain temps à Kinshasa. C'est exact. Je suis basé à Goma parce que 70% des opérations humanitaires se trouvent à l'est du Congo, mais j'ai aussi beaucoup de rapports avec Kinshasa parce que beaucoup des décideurs politiques, nos bailleurs de fonds aussi, beaucoup des sièges, des agences des Nations Unies qui sont importantes dans la réponse humanitaire sont à Kinshasa. Donc je fais un peu la navette. Ces temps-ci, je suis un petit peu plus souvent ici parce que mon coordonnateur humanitaire en titre, lui, est en vacances. Et donc voilà, je suis ici et très heureux de vous parler. Et dans vos fonctions, donc dans le cadre de responsabilité déléguée par le coordonnateur humanitaire et qui est le coordonnateur résident, vous assurez la représentation de la communauté humanitaire internationale en RDC, qui est le foyer d'une des principales crises humanitaires dans le monde. En peu de mots, comment vous pourriez-vous décrire la situation humanitaire en RDC par rapport à toutes les grandes crises que nous vivons dans le monde? Alors malheureusement, la situation, je dis malheureusement parce que c'est un triste constat, mais la situation en RDC reste une des principales crises humanitaires au monde, par le nombre de personnes qui sont affectées. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de Congolais. On n'a pas un chiffre exact de Congolais parce qu'il n'y a de Congolaises, il n'y a pas un recensement qui a été fait, mais enfin entre 85 et 90 millions de Congolais, ce qui fait que malheureusement la crise humanitaire affecte une grande partie, une partie importante des citoyens congolais et des congolaises à cause des conflits à répétition, à cause des violences. On pourra revenir sur ces questions. Mais on entend beaucoup parler de la Syrie, le Yémen, etc. parce que ceci est porté par les médias occidentaux. Il y a un engagement politique, je pense, en Syrie, en Yémen, très important. Au Congo, malheureusement, ça fait 25 ans qu'il y a des crises à répétition. Moi, j'explique toujours que ce n'est pas une crise, c'est une succession de crises. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, sont très récentes. Elles n'existaient pas avant. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine, on a entendu tellement parler qu'on ne se rend pas compte que ça continue à être tellement important. Et comme je dis toujours, pour un enfant de 4 ans ou de 6 ans qui se trouve déplacé par la violence, le fait que la crise ait duré 20 ans, pour lui ou elle, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, ce sont les besoins qu'ils ont en ce moment et les besoins qu'ils ressentent en ce moment-ci. Merci beaucoup, vous l'avez compris. Donc pendant ces 45 minutes, nous allons parler des grandes lignes de crise humanitaire que nous avons en RDC et vos questions sont attendues, que ce soit des questions en rapport avec l'Est de la République démocratique du Congo, je parle là du Nord Kivu, du Sud Kivu, de Maniema même, de l'Ituri, et on peut aller encore plus haut en parlant du Tanganyika et consorts, mais aussi au centre de la RDC avec l'espace kassaïen, Yumbi également. On va essayer de passer en revue justement toutes ces problématiques humanitaires et nous serons très heureux de recueillir vos questions et de pouvoir justement partager avec. Nous avons la chance d'avoir Diego Zoria avec nous aujourd'hui et donc on pourra justement transmettre vos questions et il va vous répondre. Alors la première question, ce sera de dire quelles sont les priorités humanitaires en cours en RDC. Quand vous regardez la carte de la RDC, si vous devrez vous situer les priorités, mais vraiment, puisqu'on sait que bon, déjà la RDC c'est un pays pauvre où il y a de grands problèmes qui sont là, mais si vous devez vous placer, on va dire les priorités, ça se devrait être quoi? Bien. Alors, d'abord, je vais peut-être prendre 2 minutes pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'une crise humanitaire. Ou bien qu'est-ce que c'est une personne qui se retrouve dans le besoin humanitaire. Parce que vous l'avez dit, la RDC est un pays pauvre. Il y a 60% 63% je crois, de pauvreté dans le pays. Donc, qu'est-ce qui fait que des personnes soient dans une situation de besoin humanitaire?
Et des fois, quand on parle de ces chiffres, non, on parle des millions de personnes, on parle de 5,5 millions de personnes déplacées, on parle de plus de 21 millions de personnes qui se trouvent en insécurité alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire et où se trouvent les priorités? Et pour moi, la priorité, c'est chaque femme, chaque homme, chaque enfant qui se trouve dans une situation où, à cause d'un choc, il faut qu'il y ait eu, pour qu'il y ait une situation humanitaire, il faut qu'il y ait eu un choc, une situation extraordinaire qui a fait que la personne ne vit plus dans les conditions normales dans laquelle elle vit d'habitude, et à cause de ce choc, elle se trouve dans une situation où, en plus, elle n'a pas les moyens de pouvoir se relever et de pouvoir faire face à ses besoins les plus basiques. Alors, donc, on va dire un système qui existait, qui se casse, et du coup, on va dire les différentes références qu'il y avait, notamment l'hôpital, l'école, et toutes ces choses-là, se disloquent. C'est là où on arrive à parler, on va dire, d'une crise. D'une situation humanitaire, d'une crise humanitaire, et il faut aussi que la personne qui subit ça n'ait pas les moyens, à part, pour pouvoir y faire face. C'est-à-dire, si demain il y a un incendie quelque part, etc., et puis il y a des personnes, et ces personnes vont être affectées de la même façon par l'incendie, mais il y aura certaines personnes qui auront la capacité d'aller dans un hôtel, il y aura d'autres personnes qui auront la capacité d'aller chez des familiers, il y aura des personnes finalement qui n'auront la capacité de rien faire du tout parce que elles sont dans la situation de grande vulnérabilité. Donc au Congo, en ce moment-ci, nous estimons qu'il y a environ au début d'année, on disait qu'il y avait 15 millions de personnes, c'est 15 millions de personnes qui avaient besoin d'une assistance humanitaire. C'était des personnes dans le besoin humanitaire. Plus de 15 millions de personnes, c'est énorme. La plupart d'entre eux, ou beaucoup d'entre eux, à cause de situations de conflits et de violence qui génèrent des déplacements. On a 5,5 millions de personnes qui sont déplacées dans les derniers 2 ans, mais il y a aussi des déplacés avant qui n'ont pas encore pu retourner à leur maison. Et lorsque vous parlez lorsque vous déplacez à l'est du Congo, et je sais qu'on m'a dit que vous étiez né à Goma. Je suis né à Goma. Donc vous connaissez un peu le tour. Oui, je connais plus ou moins les problématiques. Et nos auditeurs, la plupart d'entre eux, j'imagine, connaissent bien leur pays. Mais lorsqu'on rencontre des personnes déplacées, notamment que ce soit dans des camps ou que ce soit dans des familles d'accueil, leurs histoires personnelles sont des histoires terribles. Ce sont des personnes qui ont dû abandonner leur champ, ils ont dû abandonner leur hutte a été, leur maison, leur habitation a souvent été pillée, elle a été brûlée, ils ont dû partir au milieu de la nuit, des fois parce qu'ils étaient des victimes directes d'agression, ou bien ils étaient près de victimes d'agression, ou bien ils ont su de victimes d'agression, mais il n'y a pas les moyens, l'État n'a pas les moyens pour assurer la protection de ces personnes, et donc elles doivent fuir dans des conditions où ils partent pratiquement sans rien. Et à partir de là, elles arrivent dans un endroit, et là, elles ont besoin du minimum. Que vous avez besoin de quoi, vous, patients, pour pouvoir vivre? Déjà, me nourrir, aller travailler, faire vivre ma famille normalement, être en bonne santé, et voilà. Voilà, donc vous avez besoin de toutes ces choses, vous avez besoin de vous nourrir, vous avez besoin d'être en bonne santé, vous avez besoin d'eau, vous avez besoin d'assainissement, vous avez besoin d'un toit pour pouvoir vivre. Vous avez des besoins de base. Donc quand on va rencontrer ces personnes qui sont en nécessité, les personnes qui sont dans le besoin humanitaire, on est en train de parler des besoins vraiment basiques. Et c'est pour ça que nous, on demande à avoir des programmes qui soient financés pour pouvoir appuyer les personnes à subvenir à ces besoins. On est en train de parler des besoins les plus basiques des personnes. Et moi, lorsque je voyage à travers le pays et je visite, je rencontre ces personnes, ce qu'ils demandent tous, c'est pouvoir rentrer chez eux, à condition qu'il y ait la paix et la sécurité. Et donc, la première demande de toutes les personnes qui sont déplacées, c'est d'être chez soi, c'est d'avoir la sécurité. Et pour ça, il faut qu'il y ait la sécurité. Et après, les demandes sont des demandes extrêmement basiques, le matelas mousse, les latrines, etc. Donc des fois, nous on demande, moi c'est pour ça que j'ai joint les Nations Unies, parce que je voulais chercher à exercer la solidarité et la solidarité entre tous les peuples. Mais cette solidarité qu'on demande, elle se traduit dans des choses très 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 basiques pour les personnes. Alors on va aller directement dans les questions. On a la question de Joël Jason Samoura, syndiqué, qui dit: où en sommes-nous avec les aides humanitaires destinées aux populations qui ont subi les atrocités par rapport à la milice de Kamina Nsapu? On est dans les centres de la RDC.
Alors, l'assistance humanitaire, l'assistance humanitaire vise à chercher dans cette situation-là et dans toutes les autres situations, elle cherche, l'assistance humanitaire opère sur la base du fait qu'on fait une évaluation multisectorielle, c'est-à-dire on fait une évaluation de tous les besoins d'une population dans les différents secteurs d'intervention que vous avez mentionnés avant, la nutrition, la santé, l'éducation, l'eau, assainissement, etc. Et on essaye de mobiliser des ressources et des partenaires, enfin des ressources pour pouvoir mobiliser les partenaires pour donner une assistance à cette population. Je ne connais pas exactement la situation qui vient d'être décrite. La situation au Kasaï, avec notamment, vous savez, il y a quelques trois ans, il y avait la situation dans le Kasaï avec la milice de Kabouinan Sapou. Oui, bien sûr. Affrontement avec notamment les forces de l'ordre. Il y a eu beaucoup de déplacés. Bien sûr, bien sûr. On continue. Quelles sont, on va dire, les différentes actions que vous appuyez là au niveau du... Alors, les différentes actions, nous avons un bureau à Kananga qui couvre l'ensemble des Kasaï et ce bureau de Kananga essaie de mobiliser des partenaires. C'est un bureau de coordination des acteurs humanitaires avec plusieurs acteurs humanitaires qui se trouvent à Kananga. C'est d'ailleurs malheureusement le seul des hubs humanitaires que je n'ai pas encore visité. J'ai visité tous les autres sauf celui de Kananga. Mais l'assistance humanitaire dépend des ressources qu'on va avoir. Donc on essaie de mobiliser des ressources, mais malheureusement le plan humanitaire cette année n'est financé que à 22%. C'est-à-dire, c'est comme si vous espériez sortir de la maison avec $100 en poche ou $50 en poche, et puis au lieu d'en avoir $50, vous n'en avez que 10. Donc ce que vous pouvez faire avec $10, c'est très différent de ce que vous pourriez faire avec $50. Donc il y a des assistances. L'assistance humanitaire, la vocation de l'assistance humanitaire est d'être une assistance de court terme qui vise à sauver des vies au moment où des situations sont le plus critiques. Après, cette assistance humanitaire doit donner lieu à des programmes de développement, qui sont des programmes de plus longue durée, ou des programmes de résilience, qui sont des programmes de plus longue durée. Et souvent, ce qu'on trouve, c'est qu'on a des acteurs humanitaires qui sont présents, mais les acteurs de développement font défaut parce que le financement aussi font défaut. Mais spécifiquement dans les Kasaï, il y a maintenant un effort et un intérêt. Vous savez, il y a aussi une présence de la MONUSCO là-bas, une présence de la MONUSCO qui ne va pas être éternelle non plus, parce que la MONUSCO elle n'est pas là pour, elle a une vocation aussi de se retirer dès qu'elle pourra le faire, en accord avec le gouvernement et avec l'État. Et donc à Kananga et dans les Kasaï, il y a une volonté d'investir sur ces programmes qui font la transition entre l'humanitaire et le développement. On appelle ça, dans notre jargon, le nexus. Le nexus entre les activités humanitaires, qui sont les activités qui sauvent des vies immédiatement, et les activités de développement. Les Kasaï, est ce qu'il y avait en 2018 provoqué justement que la RDC soit vue comme une crise humanitaire, a augmenté le niveau de financement humanitaire pour la RDC à cause justement de la crise des Kasaï, mais actuellement, à l'heure actuelle, on est plus dans une logique de transition vers des programmes de développement. Et puis justement, vous avez parlé du financement. En termes de besoins, après avoir décrit des besoins dans son ensemble maintenant, vous avez parlé de 22% de ce que vous avez comme, on va dire, montant décaissé pour vos projets. 22% sur un montant de combien et d'où vient cet argent-là? Alors c'est beaucoup d'argent, hein. On est en train de parler d'un montant de 2 milliards de dollars. On a demandé, et ça c'est quand on dit je parle ici de près de 277, je crois que c'est, au dernier compte, 277 organisations humanitaires, des ONG nationales, beaucoup, 181, je crois, c'est des ONG nationales, 85 sont des ONG internationales, et après il y a une dizaine d'agences des Nations Unies. Donc collectivement, au lieu que chacun aille pour dire « Ah, moi je pense qu'il faudrait faire, ah, moi je pense qu'il faudrait faire », on se met ensemble collectivement, on dit « Voilà quelle est la situation humanitaire au Congo, notre analyse ». On partage ça avec le gouvernement. D'ailleurs, le ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale était là présent pour la présentation de ces chiffres à la communauté internationale. Et on dit aux bailleurs de fonds, voilà, nous avons besoin de 2 milliards de dollars pour pouvoir faire des programmes au Congo. C'est qui ces bailleurs de fonds? C'est une dizaine de pays, une quinzaine de pays qui continuent à financer l'action humanitaire à travers cet élan de solidarité. Il reconnaît que la première responsabilité pour ça, d'ailleurs, c'est avec le gouvernement congolais. C'est le gouvernement congolais qui devrait d'abord s'occuper des problèmes humanitaires de sa population. Mais reconnaissant qu'il y a une difficulté
à faire ça. La communauté internationale, un groupe de pays veut venir en aide du gouvernement congolais et du peuple congolais surtout, en donnant des ressources qui vont être dirigées directement vers les personnes les plus vulnérables à travers les agences des Nations Unies et des ONG internationales et des ONG nationales. Et il y a cette question de Claude Pierrot Massoudi qui dit à quel niveau vous intervenez dans tout ce qui concerne Covid-19? Alors, dans tout ce qui concerne Covid-19, on était très, très inquiets, comme tout le monde, de deux choses. Un, de Covid-19, c'est-à-dire des impacts sanitaires du Covid-19, de quel est l'impact que ça allait avoir sur la santé des personnes, sur le système sanitaire, mais aussi des effets que ça allait avoir, des effets économiques que le Covid-19 allait avoir, soit le Covid lui-même, soit les mesures qui sont prises pour combattre le Covid-19. Donc, il y a eu dès le premier moment, une coopération avec le ministère de la Santé, avec la primature, avec le ministère du Plan ici, pour faire une analyse des impacts économiques de Covid-19. On a revu notre plan de réponse humanitaire qui avant était chiffré à 1,8 milliard de dollars. On l'a revu à la hausse à 2 milliards de dollars pour justement pouvoir appuyer. Et de quelle façon est-ce qu'on appuie? On appuie dans les activités de prévention, à différents niveaux, avec les différentes agences, les différentes ONG, avec la propagation des messages, les points de lavage de mains, tous les éléments de PCI, donc de prévention et contrôle des infections et du wash. On appuie avec certaines infrastructures sanitaires pour pouvoir traiter les cas de Covid-19, pour pouvoir les isoler et les traiter, notamment certains des centres de traitement de Ebola à l'Est ont été reconvertis dans des centres de traitement de Covid-19. On a appuyé beaucoup avec des intrants, et c'est l'OMS, qui est la principale agence du système des Nations Unies en matière de santé, qui est en dialogue constant avec le gouvernement, aussi pour la planification et puis pour aider à mieux comprendre comment faire ça. Heureusement, l'épidémie de Covid-19 n'a pas touché la RDC de la façon aussi dramatique qu'on aurait pu craindre en termes de nombre de personnes infectées, mais l'impact économique est énorme. Et il est évalué à quelques milliards de dollars, je pense, de pertes pour le Congo et puis pour l'économie congolaise. Subsidiairement à cette question, Nikez, qui je crois est qui de Goma, qui dit mais vous avez entendu parler de toutes les enquêtes qui sont menées en rapport avec la gestion des fonds alloués à Covid-19. Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce que ça vous inquiète? Par rapport à Covid-19, oui, toute allégation de fraude, de corruption, de mauvaise utilisation de fonds qui ont été donnés dans n'importe quel contexte nous inquiète, bien sûr. Après, bon, dans ce cas-là spécifique, je pense que c'est à la justice de faire son travail. Est-ce que vos fonds ont été touchés notamment par rapport à ces allégations-là? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre à cette question, je ne sais pas. Je pensais que vous alliez vous parler, parce qu'il y a aussi beaucoup d'allégations, quelques allégations de corruption et de fraude dans nos propres mécanismes de gestion dans le monde humanitaire. Parce que votre plan, il est global. C'est-à-dire, vous intervenez dans un plan qui a été présenté en rapport avec Covid-19. Donc, il y a une intervention également des acteurs humanitaires, notamment gérés par votre structure. Oui. Et donc, on suppose que si on parle d'allégations de fraude, de corruption, de détournement des fonds qui touchent les fonds de Covid-19, donc, probablement les fonds que vous avez mis en place. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas parce que les fonds humanitaires sont gérés par les agences humanitaires. Les fonds humanitaires ne sont pas donnés au gouvernement pour une gestion par le gouvernement. Le gouvernement a d'autres mécanismes. D'abord, ses propres ressources, les ressources fiscales qu'il obtient d'un côté, et après éventuellement des prêts de bailleurs internationaux qui font des prêts au gouvernement, et cet argent-là rentre dans le budget du gouvernement. Mais les fonds que nous demandons aux bailleurs pour notre plan de réponse humanitaire, que ce soit pour le plan de réponse normal ou que ce soit pour le plan de réponse adapté à Covid, pour faire les choses que je vous ai racontées, les stations de lavage de mains, etc. Tous ces fonds-là sont gérés directement par les organisations humanitaires. Ça ne veut pas dire que les organisations humanitaires ne soient pas susceptibles d'être elles aussi qu'il y puisse aussi avoir des pratiques de corruption et de fraude dans les organisations humanitaires. C'est une réalité.
Malheureusement, c'est une réalité un peu malheureusement partout. Partout, il y a de la corruption, il y a de la fraude. Nous avons un effort très soutenu et très dédié à combattre les événements de fraude parce que nous, on est basé sur la confiance. C'est-à-dire, on existe. Vous ne produisez pas de l'argent, vous gérez de l'argent qui vient d'autres organisations. Exact. On produit d'autres pays même. On n'a pas encore découvert comment produire de l'argent. Alors, subsidiairement à cette question, je prends également la question de Nathanaël, je crois, qui dit et fait allusion au déplacement organisé par les ambassadeurs des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni, qui étaient notamment à Mbandaka. On parle d'Ebola, qui parle notamment d'allégations justement de ce qu'on appelle maintenant Ebola business. Est-ce que cela également, vous avez remarqué, si ils ont fait ce constat-là, eux, à leur niveau, est-ce que vous avez également remarqué cette situation-là? Alors, d'abord, je pense que c'est une très très bonne chose que les 3 ambassadeurs aient été à Mbandaka en Équateur, parce que ça montre d'abord le soutien que ces 3 pays donnent à l'action du système de santé. D'abord, ils ont apporté beaucoup de ressources pour appuyer spécifiquement la réponse à Ebola, mais c'est plus que la réponse à Ebola. Moi, j'étais avec eux. Donc, j'étais là-bas dans cette visite à Mbandaka. Il y avait aussi le professeur Mouyembe qui était là-bas. Donc, je pense que c'était un fort appui pour le système de santé d'un côté, et puis aussi pour la réponse spécifiquement à Ebola. La question de l'Ebola business, c'est qu'il ne faut absolument pas que des ressources qui sont mises à disposition de la réponse humanitaire ou de la réponse de santé puissent être dirigées à d'autres fins. Et ce qu'on a constaté, malheureusement, c'est que vous savez, il y a beaucoup de prestataires du système de santé dans des réponses aux épidémies. Ça demande beaucoup de personnes qui puissent être impliquées, mais on a constaté que les listes qui avaient été mentionnées de prestataires sont probablement gonflées par rapport au nombre de prestataires réels qui ont effectivement. L'ambassadeur canadien parle notamment de 4000 personnes qui auraient été recrutées, alors qu'on a des cas qui ne dépassent pas 150 actuellement. Non, c'est plutôt 1500. Je pense que nos estimations, c'était qu'il y aurait peut-être 1500, 2000 personnes, mais c'est une estimation je ne sais pas si lui il a dit 150, mais l'estimation que moi j'ai entendue, c'est plutôt une estimation de 1500 personnes qui seraient impliquées dans la riposte à Ebola, alors que la liste initialement qui avait été présentée, mais qui est en train d'être épurée. Donc je pense que il y a tout un travail là-dessus. Il est clair que les prestataires du système de santé doivent être payés. En même temps, l'idéal, ce serait qu'ils soient payés de façon régulière et non pas uniquement pour leur réponse à une épidémie. Il y a des primes de risque qui sont données, mais il ne faut en aucun cas que tout ceci devienne justement un business. Il faut que ce soit une rétribution juste pour un travail réalisé. En même temps, je profite de l'occasion pour poser la question en rapport avec, j'ai appris que vous travaillez sur un deuxième plan. Un premier plan qui a été élaboré tout au début, et vous êtes arrivé à environ 33 millions de dollars qui ont été mobilisés. Et le deuxième plan, il va être prêt quand, et ça va servir à quoi pratiquement? Alors bon, ce qui est dommage, c'est qu'il y a un deuxième plan, parce que ça veut dire que malheureusement cette épidémie de Ebola, parce que n'a pas été jugulée aussi rapidement qu'on aurait espéré. Donc le Congo a une grande expérience pour le traitement pour la contention et vaincre des épidémies de Ebola. La dernière qui était très très importante à l'est a été vaincue le 25 juin. L'Équateur, en 2018, a vaincu une épidémie de Ebola, et au début, on espérait que celle-ci, la 11e épidémie de Ebola qui a commencé le 1er juin, pourrait être vaincue en quelques semaines. Malheureusement, elle s'est étendue plus de ce qui aurait été souhaité. 12 zones de santé sur 18 ont été affectées dans la province de l'Équateur, et maintenant, on arrive à la fin de ce plan multisectoriel de réponse, le 30 septembre, et l'épidémie d'Ebola continue. Donc il y aura un suivant plan pour permettre de finir l'épidémie de Ebola et puis pour permettre de consolider les acquis. Et le plus important, et les ambassadeurs en étaient convaincus aussi, c'est que les investissements qui sont faits maintenant doivent être des investissements qui servent aussi à renforcer le système de santé
régulier, parce que c'est le système de santé régulier qui va détecter, qui va pouvoir traiter des nouveaux cas de Ebola s'ils en ont eu. Mais cette question-là, elle revient assez souvent, et c'est même revenu dans le dernier rapport du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, sur le fait que chaque fois qu'on a des épidémies, notamment la dernière épidémie d'Ebola, il y a un autre système qui a été conçu et qui a été développé parallèlement au système de santé. Conséquence, on se retrouve avec une succession d'épidémies, mais la réponse ne permet pas d'avoir, on va dire, un système de santé congolais qui se développe et qui soit prêt à répondre à ça. Est-ce que vous tenez compte de tout ça? Définitivement, on tient compte de tout ça, et justement, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est que les investissements qui sont faits pour stopper Ebola doivent aussi tenir en compte le renforcement du système de santé régulier. Ce qui n'était pas fait avant. Parce que c'est ça qui va permettre de détecter des épidémies et qui va permettre de donner réponse. Je pense qu'il y a un équilibre à maintenir entre lorsque vous avez une crise immédiate et qui risque de devenir très très dangereuse pour une large partie de la population. Il y a un grand effort qui est mis pour contenir la crise, mais il faut en même temps construire les systèmes qui vont permettre d'éviter que la crise puisse se reproduire au futur. Non? Donc il y a un équilibre à maintenir. Si on ne fait que le renforcement du système de santé, mais on n'a pas une capacité d'intervention rapide, c'est pas bien. Et si on fait le contraire, on n'a que un équilibre. Il faut maintenir un équilibre entre les deux. À Boutouenne, on va revenir un peu sur la précédente question. Et je crois qu'il y a Kindu qui dit Kopi et Pam étaient en 2006 dans la province du Maniema pour aider les gens avec la nourriture, mais aujourd'hui il y a beaucoup de cas de malnutrition. Après 14 ans par rapport à leur départ, nous prions de venir en aide pour la deuxième fois au problème à Salamabila, dans le territoire de Kabambaré et à Kailo. Donc là on se retrouve dans une situation, vous avez dit, non seulement travailler sur l'urgence, mais travailler sur un pont entre l'urgence et le développement. Oui, mais il peut y avoir des nouvelles situations d'urgence qui aient lieu. Nous maintenons un regard sur le Maniema à partir du bureau du Sud Kivu. Donc le bureau du Sud Kivu a comme étendue géographique le bureau de coordination humanitaire s'étend aussi au Maniema. Et nous avons aussi des activités au Maniema. D'ailleurs, nous avons un mécanisme de financement qui s'appelle le Fonds humanitaire qui lance chaque année des projets, un appel à projets pour différents. Je sais que le Maniema a été inclus dans l'appel à projet de cette année, et donc très bien, c'est une situation qu'on va regarder. La malnutrition est une condition médicale qui doit être suivie de très près. Malheureusement, il y a 3,6 millions d'enfants qui sont en malnutrition et 1,1 million qui sont en malnutrition sévère. Et la prochaine question nous vient de Mengasimo qui dit qu'il est lui à Kalemi, mais il voulait savoir où est-ce qu'on en est avec des aides destinées aux déplacés par rapport au conflit entre Toua et Bantou. Et la deuxième préoccupation, c'est celle de savoir quelles sont les solutions sur le plan humanitaire à proposer par rapport à la situation qu'on retrouve dans les territoires ou dans la zone de Nyunzu. Voilà. Alors bon, je pense que les deux questions sont reliées parce que c'est à Nyunzu où il y a eu le conflit entre les Toua et les Bantou le conflit Toua-Bantou tel qu'on me l'a expliqué est malheureusement un phénomène qui s'est déjà produit par le passé, mais il y a une résurgence de violence entre janvier et juin de cette année. En juin, la situation militaire et la situation d'affrontement a descendu en intensité. Ça a permis une visite du gouverneur. Ça a aussi permis que les humanitaires qui avaient dû se retirer puissent rentrer, la plupart d'entre eux. Mais nous avons environ 100 000 personnes dans le territoire de Nyunzu qui ont été affectées par cette violence. Moi-même, j'étais là-bas il y a environ 6 semaines et j'ai fait tout l'axe sud à partir de Nyunzu avec l'administrateur du territoire et on a constaté comment ces villages, beaucoup desquels sont mixtes entre Toua et Bantou, ont été désertés. Les populations Toua sont parties dans la forêt. Elles ont vécu là-bas dans la forêt pendant 4-5 mois, des états de fragilité énormes. La population Bantou a aussi fui, la plupart d'entre elles vers la ville de Nyunzu ou aussi dans d'autres villages, aussi une grande fragilité. On est en train de donner une réponse. On a mobilisé $2 millions
du fonds humanitaire pour donner une réponse urgente. 2 millions de dollars. Oui, pour donner une réponse urgente en matière de abri et de eau assainissement, auxquels s'ajoutent des projets pour une valeur de 4 millions de dollars du fonds humanitaire, plus ce que d'autres partenaires peuvent faire avec des mécanismes de réponse rapide. Donc c'est définitivement un des territoires prioritaires parce que la situation actuelle d'accalmie sécuritaire nous donne une fenêtre d'opportunité pour pouvoir rentrer et aider des populations que si on ne le fait pas, beaucoup d'entre eux vont mourir. Un autre cas de violence, c'était à Yumbi. Et où est-ce qu'on en est avec la question humanitaire à Yumbi, en rapport avec notamment les déplacés? On avait vu qu'il y avait un accord, enfin on va dire, il y avait une convention signée entre le HCR, le gouvernement congolais, ainsi que le gouvernement du Congo-Brazzaville pour le rapatriement de ces Congolais qui avaient traversé après les grosses violences qu'on a connues dans notamment cette zone des Yumbi. Aujourd'hui, ces gens, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qui a été fait, notamment pour leur réinsertion? Quels sont les besoins sur le plan du retour, de la réinstallation? Alors de nouveau c'était avant mon arrivée ici, mais c'est arrivé en décembre 2018, je crois, ou janvier 2019, ces violences à Yumbi. Il y a eu des retours il y a eu des retours volontaires sur Yumbi. Le gros des programmes d'assistance humanitaire c'était des programmes de 3 mois en réalité, donc c'était les premiers 3 mois ou les premiers 6 mois de l'année 2019, il y a eu des programmes d'assistance humanitaire. Comme je vous dis, l'assistance humanitaire, c'est l'assistance immédiate pour sauver des vies, et après elle doit donner lieu à quelque chose d'autre. Et il y a beaucoup, on me dit environ 10 000 personnes qui ne sont pas encore rentrées du Congo. Le retour est un retour qui doit être sur la base volontaire. On ne peut pas refouler des réfugiés, des personnes qui ont un statut de réfugiés, parce que il y a des personnes qui fuient des violences ont un statut de réfugiés. Donc, ce qui est fait, c'est qu'on va essayer de les assister avec des kits de retour. Ils sont déjà à combien? Je crois qu'ils sont 10 000 qui sont encore au Congo. Je crois qu'on m'avait préparé des notes spécifiquement sur les situations de. Alors, sur la station de Yumbi. À poser vos questions sur actualité.cd. Nous recueillons vos questions. On en a encore là pour un quart d'heure et on sera très heureux de pouvoir répondre à ces questions. Je rappelle que vous êtes en direct d'actualité.cd. On me dit, je lis dans mes notes, c'est environ 10 000 personnes sont encore déplacées internes et 6 000 sont réfugiés en République du Congo. Mais en raison des mouvements pendulaires et saisonniers liés à la pêche, c'est très difficile d'avoir des chiffres exacts. Le problème de l'assistance humanitaire, enfin le problème, enfin vous êtes journaliste donc c'est mieux que moi. Le news cycle est très rapide, non? Donc les choses qui sont une crise aujourd'hui et qui génèrent beaucoup d'attention et beaucoup d'attention de tout le monde cessent de l'être quelques mois plus tard. Donc c'est pour ça qu'on a des fenêtres d'opportunité assez étroites pour pouvoir intervenir. L'autre question, c'est un rapport avec toujours là à Yumbi. Est-ce que Yumbi est prêt à accueillir ces Congolais qui peuvent et qui doivent rentrer? Je pense que oui, je pense qu'il y a déjà la plupart des Congolais sont rentrés, hein. Il y avait 60 000 personnes déplacées, et maintenant il n'en reste plus que 16 000, donc je pense que 45 000 personnes sont retournées, mais il y a certainement besoin de plus d'assistance toujours pour reconstruire les services sociaux de base, pour donner plus d'appui, pour donner de l'appui aux personnes qui reviennent. En termes de coexistence et de cohabitation entre les deux groupes qui étaient à l'origine des violences communautaires qui ont provoqué ces massacres, de ce que je sais, la situation s'est améliorée, mais je ne sais pas si les problèmes de fond, parce que c'est souvent lié à des problèmes fonciers, etc. Je ne sais pas si ces problèmes de fond ont été résolus. L'Ituri, ça reste quand même l'un des grands problèmes humanitaires qu'on a au Congo. Aujourd'hui, Magui, Djougou, Aru et consorts, mais finalement, quels sont les grands axes de plaidoyer, quels sont les grands besoins que nous avons? Nous savons qu'il y a des besoins des déplacés. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, s'il y a des grands plaidoyers à faire, ce serait quoi? Le grand plaidoyer à faire dans toute cette situation, c'est qu'il y ait des solutions qui soient trouvées pour que la paix puisse revenir. Et moi, ça ne me correspond pas à moi de déterminer quelles sont ces solutions. Mais là, fondamentalement, il y a un conflit
et des attaques d'un groupe appelé les Codeco contre d'un côté la communauté Hema sur le territoire de Djougou, d'un autre côté la communauté Alour sur le territoire de Mahagi, avec des contre-attaques des FARDC pour contrer ces attaques-là, mais qui provoquent aussi des déplacements de la communauté Lendu. Donc il y a eu une situation entre janvier 2018, entre janvier 2018 et entre janvier 2018 et maintenant, de beaucoup de violence sur le territoire de Djougou, qui en janvier 2020 a débordé sur le territoire de Mahagi. Moi, j'ai visité les deux. Ma première visite en Ituri était sur le territoire de Mahagi, et là-bas, j'ai pu constater des centaines de milliers de personnes qui étaient déplacées à cause de cette violence, et sur le territoire de Djougou aussi, des centaines de milliers de personnes. Les conditions dans les camps de déplacés à Djougou sont très mauvaises. Les conditions de la population Lendu qui vit dans des familles d'accueil sont aussi très mauvaises. Ce qu'on veut, c'est que cette violence cesse pour pouvoir apporter une assistance. Il y a maintenant une certaine accalmie dans les affrontements militaires qui offre une fenêtre d'opportunité pour permettre d'arriver dans des endroits comme Djiba ou Linga pour donner une assistance à la communauté Hindu, aussi à la communauté Lema, aussi à la communauté Alour, ceux qui peuvent rentrer maintenant. Mais c'est une situation dramatique où 600 000 personnes se sont déplacées. Quand je veux qu'on parle de 600 000 personnes, je veux qu'on pense à ces... Je ne sais pas, il y aura 300 000 enfants. À chacun de ces 300 000 enfants, pour qui ça signifie qu'il n'y aura pas d'éducation, qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont dormir, ils ne savent pas quelles sont les latrines qu'ils vont utiliser. Donc, une situation dramatique, ces hommes, ces femmes. Donc, quand vous dites 600 000 personnes, juste pour prendre un exemple par rapport à ceux qui sont à Kinshasa, juste pour illustrer, vous savez, les stades de martyrs de Kinshasa, c'est environ 80 000 personnes de place. Donc, vous prenez les stades de martyrs de Kinshasa, 80 000, vous multipliez par autant pour arriver à 600 000, des personnes qui ne savent pas comment dormir, qui ne savent pas comment manger, qui ne savent pas envoyer des gens à l'école, qui n'ont pas de possibilité de se faire soigner. Et on essaye, et les principaux acteurs, au fait, ça, on ne le dit pas suffisamment, les principaux acteurs de l'assistance humanitaire au Congo, vous savez qui c'est? Je viens d'apprendre qu'il s'agit justement des populations congolaises qui accueillent. Exact, ce sont les Congolais, parce que, et ça on l'avait pas préparé, mais ce sont les Congolais, parce que 9 sur 10 des déplacés, 90% des déplacés se trouvent dans des familles d'accueil. Ça c'est votre réflexe naturel, c'est-à-dire si vous perdez votre maison, vous allez voir où se trouve votre cousin, votre ami, quelqu'un de votre communauté que vous connaissez, etc., qui va avoir un geste de générosité. Mais ce geste de générosité va souvent le pousser à lui-même dans une situation de encore plus grande difficulté, parce que il y a la pauvreté en général sur l'ensemble. Et après, il y a les 10% ou 15% de personnes qui sont dans les camps. Nous, on essaie d'appuyer. Mais est-ce que vous avez des projets pour appuyer justement ces familles d'accueil qui appuient ces populations qui se déplacent? Oui, on a des projets, mais probablement pas suffisamment. Par exemple, l'assistance alimentaire, elle ne se fait pas sur la base, l'assistance en matière d'aliments, elle ne se fait pas sur la base de si vous êtes déplacé, vous n'êtes pas déplacé. Elle se fait sur la base des critères de besoin. Donc, il y a une mesure de besoin de l'insécurité alimentaire, et c'est sur cette base qu'on donne de l'assistance. L'assistance en non-vivre, etc., se fait aussi sur la base des besoins. Mais c'est vrai que c'est des fois difficile d'arriver à des populations qui sont dans des familles d'accueil très dispersées. Donc dans ces, on va dire, dans ces climats de violence, de brutalité, il y a quand même, on peut considérer que les Congolais sont assez humains et humanitaires pour recevoir certains de leurs amis, frères qui sont en situation de pauvreté et de dénouement et arrivent à les recevoir chez eux en dépit du fait qu'eux-mêmes sont aussi pauvres. Oui, mais évidemment, nous on est là pour essayer d'aider avec des éléments pour faire que cette vulnérabilité, faire que ces familles d'accueil ne tombent pas dans des situations de vulnérabilité. Mais il y a ça, oui, il y a cette solidarité, mais il y a aussi cette terrible cruauté de groupes armés qui rentrent et puis qui, dans des actes de banditisme, dans des actes criminels, rentrent et pillent, tuent, et laissent des populations et créent une terreur qui fait que les populations doivent se déplacer à cause de la terreur qui est créée. Et ça me ramène à la question de Jean-Jacques depuis Bandaka, je crois, qui demande comment on arrive à organiser la réponse humanitaire dans une zone comme Béni.
Alors, la réponse humanitaire dans une zone comme Beni dépend. Toute la réponse humanitaire dépend de la situation de sécurité. Donc, on ne peut agir que si on a des conditions minimum de sécurité. Donc, on fait, mais en même temps, cette sécurité, nous, les humanitaires, on n'utilise pas d'escorte. L'escorte, c'est vraiment le dernier recours. Et on s'appuie sur notre dialogue avec les communautés et notre acceptation par les communautés pour pouvoir agir. Donc, dans une zone comme Beni, il y a dans beaucoup des axes de Beni, moi j'étais là-bas il y a 2 mois, on agit continuellement avec des assistances, avec des distributions, avec l'enregistrement des personnes pour pouvoir faire des distributions et des assistances continuellement sur la base de l'acceptation que les acteurs humanitaires ont auprès des communautés. Maintenant, il y a certaines zones où il y a des affrontements militaires, il y a certaines zones militaires dans lesquelles nous ne pouvons malheureusement pas y aller. Et il y a aussi beaucoup d'autres zones dans lesquelles on n'arrive pas à cause des difficultés logistiques. Le Congo est un pays énorme et il y a beaucoup de... Moi, je dis normalement que beaucoup des provinces ont la taille de pays européens, même sont beaucoup plus grands que des pays européens. L'Ituri, c'est grand comme l'Irlande. Le Tanganyika, c'est 2 fois la Grèce. Enfin, c'est des pays énormes. Et donc, il faut, les difficultés logistiques font que très souvent, on n'arrive pas à arriver là où on devrait, où on voudrait. Peut-être des dernières questions. Il y a aussi Pinga, où les violences avaient éclaté alors qu'il y avait déjà des déplacés. Oui. Quelle est la situation actuellement? C'est une situation active. Il y a encore une attaque sur Pinga ou aux abords de Pinga, je crois, il y a 3 jours, le 14 septembre. Toute la zone, tout le territoire de Masisi, Rutshuru, Walikale et Lubero sont malheureusement encore le théâtre d'affrontements entre différents groupes armés avec les FARDC et entre eux et à l'intérieur d'eux. En ce moment-ci, à Pinga, il y avait environ 8000 ménages déplacés au début du mois de juillet, et il y a de nouveaux déplacements à cause de ces nouvelles attaques. Et voilà, de nouveau, les humanitaires essayent d'arriver là où ils peuvent. On est très courageux en général comme communauté humanitaire. Pas plus tard qu'avant-hier, malheureusement, une attaque d'hommes armés sur des humanitaires s'est soldée par la mort d'un humanitaire, par les blessures graves d'un autre humanitaire, le kidnapping de 2 autres. Heureusement, ces 2 derniers ont été relâchés, mais on a un collègue qui est décédé alors qu'il était en train de faire une distribution d'aliments dans les territoires de Lubero, et un autre qui, parce qu'il voulait travailler justement, mus par cet élan de solidarité, ont été victimes d'attaques. Donc ça nous rappelle combien nous sommes exposés et nous prenons des risques, mais ce sont des risques calculés et nous ne pouvons agir que là où il y a quand même un minimum de sécurité. Alors on va terminer avec les hauts plateaux du Sud Kivu qui ont également été marqués par des violences, d'ailleurs ces dernières semaines encore, et c'est l'un des points chauds actuellement du pays. Quelle est la situation humanitaire dans les hauts plateaux du Sud Kivu? La situation humanitaire est mauvaise parce que il y a dans les hauts plateaux de Mikenge, Bijombo, Minembwe, Bikenge et Bijombo, il y a Minembwe, Bikenge et Bijombo, excusez-moi, il y a une situation d'affrontement communautaire aussi avec plusieurs groupes armés impliqués, aussi avec les FARDC, mais beaucoup les groupes armés, et des déplacements de dizaines de milliers de personnes depuis 2019. Moi-même, j'ai été encore il y a quelques semaines, il y a 2-3 mois environ, à Bijombo. À l'époque, il y avait que 2-3 000 déplacés, c'est énorme, mais il y avait 2-3 000 déplacés autour d'un camp de la MONUSCO, 2-3 000 déplacés. Maintenant, c'est beaucoup plus que ça. Et la difficulté qu'on a, c'est que par exemple, dans un camp comme Bijombo, il n'y a aucune route.
il n'y a aucune route. Et on ne peut pas livrer de l'assistance humanitaire par hélicoptère. Ce n'est pas possible. C'est possible de livrer certains kits médicaux, et c'est ce qu'on a fait à Bijombo, par exemple. On a déployé des équipes médicaux pour pouvoir faire un suivi de la situation nutritionnelle des enfants, avoir des compléments nutritionnels, faire des analyses sur les principales causes de mortalité des enfants là-bas, et puis pouvoir venir en aide avec des salles de réhydratation, etc. Mais on n'a pas pu faire une assistance massive parce que tout simplement la logistique ne suit pas. Donc de nouveau, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait d'abord des solutions pour le règlement des conflits, pour une résolution des conflits, qui fassent que les gens puissent vaquer à leurs occupations, parce que c'est tout ce qu'ils désirent, et arrêter d'avoir ces situations où 5,5 millions de personnes en RDC sont en ce moment-ci déplacées. C'est la moitié de la ville de Kinshasa qui est déplacée quelque part, ou plus que ça, je ne sais pas, qui est déplacée et qui vit dans des conditions extrêmement difficiles. Donc il faut que la paix s'installe, qu'il y ait des solutions au conflit, et que les gens puissent revenir chez eux. Beaucoup. Merci, patient. Alors, merci beaucoup à vous également qui avez suivi ce programme. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux. Merci pour vos questions. Vous avez été à Bandaka, à Kindu, Tanganyika, à Kinshasa avec des questions. On a été très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Je rappelle juste que ce programme, nous avons reçu pour vous, pour ces débuts d'après-midi, Diego Zoria, qui est depuis janvier 2020, le coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies pour la République démocratique du Congo, qui est basée à Goma, mais qui fait Goma à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous avons échangé avec lui sur les grands axes de problèmes humanitaires, des grands défis humanitaires que nous avons au Congo. Diego Zoria, je vous dis un grand merci. C'est une grande honneur. C'est vraiment un grand honneur. Merci beaucoup d'avoir dédié ce programme à l'action humanitaire. C'est vraiment l'action pour des millions de Congolais, des millions de frères et sœurs qui sont dans le besoin. Donc merci. Merci encore. Merci. Le Congo, c'est pas que Kinshasa. Le Congo, c'est nous tous. Le problème qui touche Goma, Kindu, partout au Congo nous intéresse, et nous sommes heureux de partager justement avec vous ce programme et ces moments. Merci et à très bientôt sur toutes les plateformes numériques d'actualité française.